Allez, tac. Bonjour Philippe. Première ostéopathe que j'interviewe qui n'est pas français, donc qui est du Québec. On est là pour en apprendre plus sur l'ostéopathie en écoutant ceux qui ont le plus d'expérience. Donc bien sûr les formateurs, les gens d'expérience dont tu fais partie. Comme on a assez peu de temps, je vais te laisser nous expliquer ce que tu as envie et après je t'orienterai vers des questions si bien sûr il y a besoin. Bon, bah écoute, tout simplement, je suis devenu ostéopathe parce que un jour, j'ai compris la vision de Andrew Taylor Still, qui était en fin de compte de créer une médecine différente, basée sur le côté naturel, sur le côté facile dans la compréhension. C'est-à-dire qu'en réalité, lui, il voulait remettre en route les mécanismes de santé plutôt que de donner des remèdes, qui à son époque étaient bien sûr très simples. Mais en fin de compte, il a développé toute une pensée passionnante. C'est-à-dire que à l'intérieur du corps humain, tu as une pharmacie, comme il expliquait. Ce qu'il faut, c'est que l'ostéopathe retrouve la clé de la pharmacie, c'est-à-dire remettre en route les mécanismes de santé pour que le corps puisse retrouver euh, un bon équilibre. Alors c'est intéressant parce qu'il a dit find it, fix it, leave it alone, de nature ou de reste. C'est très important. Leave it alone. Why? Bah, parce que tout simplement, et il y a une propriété dans le corps humain, c'est de retourner toujours vers la normalité. Ok, tu te coupes, tu cicatrises, etc. Donc, par conséquent, si on enlève les barrières ou les barrages, eh bien, à ce moment-là, le corps fait le reste. Il retourne vers la normalité. Alors ça, c'est une chose qui m'a passionné. Et puis, j'ai connu Viola Freeman. J'étais en troisième année. Elle venait à Orsay. Mais donc, ça fait plus de 50 ans. Ok. Et les étudiants n'avaient pas le droit d'aller à cette rencontre, il y avait 250 places et c'était pour les Déons. Alors, moi, je me suis faufilé, j'ai quand même voulu aller voir Viola Freeman et je me suis caché derrière un pylône pour pas que mes professeurs puissent me voir. Voilà. Et au bout d'un moment, elle a dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir sur scène pour sentir le MRP avec moi? Et bien sûr, il y a eu 250 mains qui se sont levées, sauf moi. Je voulais pas qu'elle me choisisse parce que je n'avais pas le droit d'être là. Et en fin de compte, elle dit, vous là-bas, le jeune homme en t-shirt blanc, venez donc me voir. Et c'était moi. Alors comme ça a commencé comme ça. Et donc par conséquent, je me suis dit, bah, tant pis si je me fais engueuler, je vais sur scène et je vais profiter de cette expérience unique. Et j'ai senti une main qui à la fois était ferme, dans le sens de présente, et extrêmement douce, extrêmement, euh, comment je dirais ça, qui tenait compte de la réalité de la personne. Pas seulement de la réalité de l'endroit où nous étions, mais de la réalité de la personne. Donc effectivement, j'ai senti le MRP avec elle et j'ai terminé mes études. Et quand j'ai terminé mes études, j'ai pris un avion. Je suis arrivé chez Madame Freeman dans sa petite maison jaune au bord du Pacifique, à La Jolla. Et je lui ai dit, ben voilà, j'ai pas pris de rendez-vous, mais j'aimerais vous connaître, j'aimerais savoir ça. Vous savez, je suis le jeune homme qui vous avez choisi à Orsay, etc. Et elle m'a posé des questions, elle m'a fait palper. Elle voyait bien que je sentais la vie dans les tissus. Et donc, elle m'a dit, bon, ben, écoutez, vous vous asseyez là dans le coin et vous me regardez travailler. Puis au bout du deuxième patient, elle m'a demandé de venir et de participer. Et comme ça, je suis resté 15 jours et tous les soirs, j'allais manger avec elle. Alors, on a fait beaucoup connaissance. Et le dernier jour, elle m'a dit, écoutez, Philippe, j'aimerais recevoir un traitement de vous. Alors là, j'étais un peu choqué parce que traiter Madame Freeman, pour moi, c'est un peu comme le séminariste qui confesse le pape, quoi. C'était beau. Et j'ai fait mon mieux. J'ai fait vraiment tout ce que j'avais à faire. Et à la fin, elle remettait sa coiffure en place et elle m'a dit, je connais à peu près 10 personnes dans le monde capables de faire ce que vous faites. Il faut absolument que vous continuiez à faire de la bonne ostéopathie et vous pouvez venir me voir n'importe quand. Et c'est ce que j'ai fait. Et à partir de là est né une sorte de mentorat, si tu veux. Et ensuite, elle m'a invité, je suis le seul qu'elle a invité étranger, à l'Osteopathic Center for Children. Elle m'a invité 22 fois pour donner des cours aux ostéopathes américains. Et notamment, j'ai fait des cours de pédiatrie chez elle, ok, ma D'accord. vision de la pédiatrie. Et au bout de 25 ans, on est devenu amis personnels, vraiment bien.
Et elle m'avait invité aussi à son centre juste avant la période où elle est décédée, ok? Si bien que j'allais la voir tous les jours. Et puis, quand je suis reparti pour Montréal, eh bien, elle a décédé. C'est comme si elle attendait que je sois là pour partir, ok? Donc, on a eu une relation très importante et je sais comment travaillait Madame Freeman. C'était une personne qui était très profonde et qui ne disait pas la moitié de ce qu'elle faisait parce que, comme tous les gens qui sont très connus, ils sont à la fois adulés et ils sont à la fois critiqués par les autres. Ça, c'est normal, ok? Mhm, mhm. Mais elle avait une palpation très importante. Elle palpait différents niveaux, le niveau solide, liquide. Elle connaissait les champs, bien entendu. Et c'était très intéressant de travailler avec elle parce que elle me confortait dans mon chemin, là où j'allais. Puis j'ai connu aussi Alan Baker et Alors, surtout Thomas Cooley. je peux vous reposer deux questions sur Viola. Déjà, quand elle disait que c'était une bonne palpation, un bon traitement, déjà à cette époque, vous étiez à peu près jeune ostéopathe si j'ai bien compris, euh, qu'est-ce que J'étais vous jeune. faisiez? Voilà. C'était MRP, structurel, fascia, écoute. Premièrement, j'avais compris très vite que le but de l'ostéopathie, c'est de ne pas sentir les choses. Et ce que font beaucoup d'erreurs, ça fait 50 ans que j'enseigne, et c'est une des choses que je dis aux étudiants, n'essayez pas de sentir. Ce qui est important, c'est de faire du bien à la personne, et les informations vont venir à partir du moment où vous voulez faire du bien. C'est-à-dire que si vous voulez sentir, c'est une action qui est mentale. Si vous voulez faire du bien, ça vient du cœur, ça vient de l'âme, ça vient de qui vous êtes, pour faire du bien à cette personne qui est unique. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir des tonnes d'informations qui vont arriver. Steele en avait parlé, c'est l'histoire du mind. Ok, le mind de la personne, c'est qui elle est vraiment. Et il disait, le mind, c'est la cohérence dynamique de la physiologie. Et si toi, avec ton mind, avec qui tu essaies de contacter la personne au-delà de la personne qui souffre, de la douleur, de l'incapacité, à partir de ce moment-là, tu vas avoir plein d'informations. Alors que si tu te limites juste à la pathologie, aux radios, au MRI, oui, c'est chaud, c'est froid, etc., tu risques de louper complètement la cause. Ok. Or, une personne qui est malade, c'est un terrain, c'est une ou plusieurs causes et c'est un facteur déclenchant. Et malheureusement, tout le monde se garoche, va sur le facteur déclenchant, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Donc, si tu veux, quand j'ai traité Madame Freeman, j'avais déjà cette notion-là. Ok. Elle a dû le sentir en plus. Elle était très, très sensitive. Donc, par conséquent, elle a ouvert les portes et j'ai pu lui expliquer certaines choses que je voyais en elle, que je ne peux pas vous raconter pour des raisons de confidentialité, mais je lui ai dit certaines choses. Et elle m'a dit, oui, c'est vrai, j'ai nanana, etc. Et donc, par conséquent, on a remis son corps en route, ses mécanismes en route. Et c'est comme ça que j'ai abordé les choses avec elle. Et je crois que c'est ça qui lui a plu. Et je l'ai connue donc pendant presque 50 ans, hein. Et on se voyait tous les ans, on se traitait l'un et l'autre, ok? À chaque fois qu'on se rencontrait, on se traitait. Donc c'est un peu. Et puis un jour, elle est venue, elle m'a demandé de faire le cours sur les spasmes 1, c'est-à-dire le cerveau, les séquelles des traumatismes et des commotions cérébrales. Et elle s'est assise comme une élève avec ses cahiers, ses crayons, etc. Et puis elle a fait le cours. Et puis pendant 2 ans, aucune feedback. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, elle a peut-être pas aimé, elle a peut-être pas aimé ça. Puis en fin de compte, 2 ans plus tard, elle me dit, Philippe, il faut que je vous parle. Ça fait 2 ans que j'essaye tout ce que vous nous avez dit et ça marche très, très bien. Elle a pris 2 ans pour analyser. Et après, elle m'a dit, oui, ça fonctionne bien. À tel point qu'un jour, j'ai reçu un email en disant, je vais en Italie faire un cours sur les prématurés. Et est-ce que je pourrais utiliser les techniques du corps calleux, des hémisphères, troisième ventricule? Je dis, mais c'est un très grand honneur, allez-y, il n'y a aucun problème. Et les gens en Italie m'ont envoyé un email. Eh, Madame Freeman est en train de nous donner des techniques de Philippe Drual. Je dis oui, bah écoute, faites-en ce que vous voulez. Si ça fait du bien, c'est bien. Donc, si tu veux, c'était un lien de confiance. Et à la fin, c'était un lien d'amitié très profond que j'ai eu avec elle. Et après, j'ai connu d'autres gens
dont un qui avait été son professeur, qui était Thomas Cooley, qui avait été le premier professeur choisi par Sutherland pour enseigner l'ostéopathie, qui avait travaillé avec Rolling Baker pendant 11 ans, je crois, dans le même cabinet, donc avec lui. Et ça, c'est à vérifier parce que c'est des souvenirs vagues. Et puis j'ai connu Alan Baker, qui était une personne assez exceptionnelle aussi. Et puis, bien sûr, Harold Magoon, Fred Mitchell. J'ai connu aussi Lawrence Jones. J'ai Mhm. connu beaucoup des anciens. Ann Wells, que j'ai fait venir plusieurs fois au Collège de Montréal. Ok. Et donc, tous ces gens-là ont pu apporter leurs connaissances aux étudiants et aux collègues au Canada. Ok. Et Mhm. plusieurs fois. Donc, ça a été un enrichissement, des confirmations et aussi des précisions qui sont très précieuses. Voilà. Ok, bon, ben, très bien. Et, Oui, mm, allez-y, allez-y. Ah, Irving ah bah. Kaur est venu Oui. à Montréal. Voilà. Euh, Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter un petit peu le centre de néonatologie, enfin d'ostéopathique for children de Viola? Les enfants avaient des pathologies lourdes ou c'était du bilan? Comment ça fonctionne? Parce que nous, on voit le cabinet libéral, on voit moins cela. Osteopathic Center for Children, qui était au départ à La Jolla, qui ensuite a été à San Diego. Ok. C'était un centre où on recevait des enfants qui avaient des choses lourdes. Ok. Mhm. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Il y avait Anne-Marie, il y avait Julie May, il y avait Hollis King, Brett Thomas qui étaient là, qui étaient des gens qui travaillaient avec elle. Et puis, il y avait aussi des orthophonistes, il y avait aussi des gens qui apportaient aux enfants des nutritionnistes. Il y avait beaucoup de choses dans l'Osteopathic Center for Children. C'était complet. Les enfants avaient un support complet. Et Dr. Friedman avait une chose qui était amusante, pas amusante, qui était intéressante, c'est qu'elle avait un pianiste. Et les pianistes jouaient des morceaux qui pouvait calmer l'enfant. C'est-à-dire qu'en réalité, au départ, on pensait que les enfants qui étaient sans contrôle possible et difficiles à soigner, donc, eh bien, la pianiste jouait des morceaux qui étaient un peu comme du Wagner, des choses comme ça, qui étaient des choses fortes. Et l'enfant se calmait avec les choses fortes. Si qu'un enfant était plutôt hypotonique, hypotone, etc., c'était plutôt du Debussy, tu vois. Donc, elle variait les musiques et ça lui permettait d'ouvrir à ce moment-là un espace pour qu'elle puisse travailler. Ok, voilà ce qu'elle avait fait et c'était une méthode de travail très intéressante. Mhm. Bah écoutez, on a bien appris sur Viola et sur comment vous avez développé ces techniques de spasme endocrinien, il me semble. Et Bon, aussi, si on peut aborder rapidement, ou comme vous voulez, les études que vous avez fait de vos tests d'écoute ou de technique avec les Russes, le laboratoire russe, il me semble que vous avez publié quelque oh chose là. avec eux. Alors tu me demandes beaucoup de choses à la fois. Alors écoute, on va commencer déjà par euh, que représente mon travail et mes recherches au niveau du cerveau humain. Bien sûr. Allez. Or, tout est parti dans les années 1982. Ok. Je voulais trouver une technique pour le troisième ventricule. Ok. Pourquoi? Parce qu'on avait accès au thalamus, au chef d'orchestre du cerveau, et qui était en rapport avec le système limbique. Puis, Mhm. Sutherland avait trouvé une très belle technique pour le quatrième ventricule en rapport avec le système nerveux autonome. Donc, en réalité, je me dis, ben, au fond, si on continuait à trouver les méthodes pour travailler à ces niveaux-là. Et donc, par conséquent, au départ, je pensais avoir trouvé une technique du troisième ventricule, mais en réalité, c'était les ventricules latéraux que j'avais trouvé, ce qui n'était pas si mal. Mais il m'a fallu quelques temps après pour m'en rendre compte, et j'ai upgradé cette technique pour faire le troisième ventricule. Il me manquait un paramètre. Bon, ça a été fait. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que le troisième ventricule ou les ventricules latéraux n'étaient jamais parfaits. Et je ne comprenais pas pourquoi. Qu'est-ce qui manque pour avoir un beau mouvement puissant avec une belle amplitude? Et progressivement, je me suis rendu compte qu'il y avait des zones du cerveau qui ne fonctionnaient pas comme les autres zones du cerveau. Et que ces zones parasitaient, créaient de l'inertie dans le mouvement global. Et donc, par conséquent, je n'ai eu que j'ai voulu absolument connaître qu'est-ce qui se passe et comment ça marche.
Et donc, par conséquent, j'ai surtout commencé avec des gens qui avaient des commotions, des gens qui avaient des traumatismes crâniens. Donc, on était dans le manque de vascularisation, on était dans l'inertie de la matière cérébrale, on était dans des lésions de fronto-ethmoïdales ou C0, C1, plein de choses. Donc, par conséquent, j'ai commencé comme ça. Et effectivement, ça a commencé à fonctionner. Maintenant, on va dire, mais comment tu peux prouver que tu étais sur le cerveau? Parce que tu pouvais être sur la voûte et te raconter des histoires. Ok. Bon, premièrement, à ce moment-là, quand tu fais un électroencéphalogramme et que tu poses des électrodes sur le crâne, tu pourrais dire, vous vous racontez des histoires parce que vous êtes sur le crâne, vous n'êtes pas dans le cerveau. Bah oui, sauf que le cerveau, c'est 65% d'eau. Ok. Et donc, il y a une perméabilité, il y a une résilience qui joue son rôle dans la palpation aussi. Donc, c'est comme ça. Puis, il y avait un critère, c'est-à-dire que lorsque on teste le MRP sur les os du crâne et les membranes, on s'aperçoit à ce moment-là que les pariétaux ont tendance à reculer alors que l'encéphale a tendance à aller vers l'avant, à faire une rotation vers l'avant et une rotation externe. Alors là, ça m'a permis tout de suite de dire je suis sur le cerveau ou je suis sur la voûte parce que j'ai deux mouvements opposés en fin de compte. Okay, donc ça a commencé très succinctement comme ça, et j'ai commencé à avoir de plus en plus de résultats. Puis, on a commencé à faire des techniques pour le corps calleux, très important, des techniques pour la capsule interne, pour, euh, comment dire, la médula oblongata. On a commencé comme ça petit à petit et on a développé des techniques pour les ventricules. Et les techniques pour les ventricules, c'était pas évident. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous permettait de dire qu'on était sur les ventricules? Ben, c'est simple. C'est qu'en réalité, si on fait un schéma global, de la machinerie du mécanisme respiratoire primaire, on a deux réalités. On a une réalité biomécanique, la dure mère, les os vivants, ok, les attaches osseuses, qui modifient le volume osseux du crâne suivant que c'est flexion ou extension. Puis, on a une réalité biodynamique, qui est une réalité liquidienne, fluidique. Le cerveau en fait partie et elle est non compressible. L'eau n'est pas compressible. Les membranes, elles, sont tensionnelles. Elles peuvent faire une restriction, mais elles ne peuvent pas s'étirer. Elles sont Hmm. inélastiques. Une réalité qui est inélastique, j'ai une réalité qui n'est pas compressible. Donc, deux réalités opposées qui doivent s'accorder. Et c'est ça le rôle des sinus et c'est le rôle des ventricules qui, bien sûr, sont les moteurs du système. Ok, ça serait un peu trop long à expliquer, mais en réalité, j'avais un système cohérent. Ok, et pour sensibiliser les ventricules, il fallait que je fasse un paradoxe, comme le quatrième ventricule, c'est-à-dire une partie était en flexion, une partie est en extension, si bien il n'y avait pas d'adaptation possible, et donc il Hmm. fallait, comme en système d'urgence, les ventricules interviennent, et c'est comme ça que j'ai réussi à faire. Quand je suis allé ensuite à l'Institut de Chevenov. J'ai fait 15 expérimentations, 15 années, ok. Et on a été obligé d'arrêter à cause de l'Ukraine, mais euh, j'ai travaillé avec Yuri Moskalenko, avec un Doppler transcrânien, avec la rhéographie, l'impédance. Et j'ai travaillé avec Alexander Chopelvanikov et son équipe sur un électroencéphalogramme tridimensionnel qui mesurait la vitalité du cerveau. Donc, ça nous permettait de voir les zones qui travaillaient, les zones qui ne travaillaient pas. Et ça mesurait l'activité systémique du cerveau aussi. Donc, ça permettait de voir est-ce que la machine et moi, en double aveugle, on trouvait les mêmes zones d'inertie dans le cerveau, ou qui étaient différentes des autres, ou, et aussi, si je les traitais, qu'est-ce qui se passait ensuite au niveau de la vitalité du cerveau. Donc, on a pu, comme ça, faire des expériences avec cette machinerie cérébrale qui mesurait la vitalité, et aussi avec la rhéographie et les Doppler transcrâniens pour voir davantage le rôle des artères, notamment de l'artère cérébrale moyenne. Et dans les deux cas, avec Chopelvanikov, c'était les ventricules latéraux, avec Yuri, c'était le troisième ventricule. Et là, on a prouvé quelque chose d'extraordinaire que je vais bientôt publier parce que je voulais avoir le modèle physiologique qui correspondait à l'explication de ce qu'on avait trouvé par l'expérimentation. Donc ça, c'est fait. Ça vient d'être fait depuis à peu près à peine un an. On l'a. Donc on peut tout publier. On peut publier les expériences, on peut publier la théorie, on peut publier le modèle.
interactif et les applications cliniques. Donc maintenant, on a bouclé la boucle. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que oui, je pouvais détecter des zones sans aucun problème d'inertie, ça correspondait, et on pouvait voir les changements de vitalité des zones cérébrales après mon traitement. Ça, c'était avec Alexander Chopel-Vanikov et avec les ventricules latéraux. Et on s'est aperçu que dans tous les cas, j'augmentais l'activité systémique du cerveau. Et en moyenne, on augmentait de 33% à peu près la puissance du MRP, la force du MRP. Donc ça, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Puis avec Yuri Moskalenko, on a démontré autre chose. On a trouvé que quelqu'un qui avait une commotion, par exemple, eh bien, il y avait un système de pompage dans le cerveau qui est entre les artères superficielles et profondes, et que ce système ne fonctionnait plus après une commotion cérébrale, mais qu'après un traitement d'ostéopathie, cette pompe interne refonctionnait. Puis on s'est aperçu aussi qu'avec le troisième ventricule, eh bien, on augmentait la capacité d'autorégulation du cerveau lui-même. Ce qui est normal puisqu'on touche avec le troisième ventricule, on touchait le thalamus et l'hypothalamus. Ok. Donc, en fin de compte, on s'est aperçu qu'on changeait, on détectait les mêmes zones, on changeait les zones et qu'on augmentait l'activité systémique du cerveau de manière considérable avec Chopin-Vanikov. Et on s'est rendu compte qu'avec le troisième ventricule, le thalamus, on augmentait de manière considérable l'autorégulation. On avait 12 paramètres. Les paramètres les plus faibles tendaient vers la normalité. Les paramètres les plus hauts tendaient vers la normalité quand on Eh faisait oui. le troisième ventricule. Mm. Et juste avant l'Ukraine, on devait faire une expérimentation avec la rhéographie, c'est-à-dire l'impédance, c'est-à-dire que tu mets un courant de 100 Hertz dans le cerveau, okay, ce qui n'est pas beaucoup, et puis tu vois si ce courant passe à travers la matière cérébrale ou s'il bute sur des zones d'inertie. Donc c'était une autre façon de constater la même chose. Et nous, après, on allait faire, bien sûr, le traitement et voir que le courant passait à ce moment-là. Donc ça, c'est la prochaine étape. Quand l'Ukraine sera finie, je retourne à l'Institut Chepel-Vanikov. Voilà. Super. Donc là, quand vous disiez Alors, attends. 33%, Ça, comment? ce que j'explique, j'ai oublié quelque chose. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'était les chocs émotionnels. Et on s'est aperçu que ça, ça perturbait beaucoup les liquides, l'aspect liquide de la matière vivante. Ok. Et ça, la machinerie au départ chez Chopin-Pidnikov ne la voyait pas. Il a fallu augmenter le potentiel entre les zones qui allaient bien et les zones qui allaient mal pour que la machine commence à voir les zones perturbées par le côté émotionnel. Mm. Ça, c'était dans les liquides que ça se passe. Et Sutherland avait bien dit, faites attention parce qu'à chaque fois que vous remettrez, vous soulagerez une lésion liquide, ce sera toutes les autres régions liquides qui vont augmenter leurs échanges. Et ça, c'est vrai aussi. La troisième étape, ça a été une constatation très bizarre. C'est-à-dire qu'en réalité, on s'est aperçu que la grand-mère, la mère et la petite fille avaient le même spot de ralentissement au niveau du cerveau. Et là, on a commencé à penser que ça pouvait être transgénérationnel, que c'était transmis. Mais les gens n'avaient pas les mêmes pathologies. Par exemple, tu avais un ralentissement au niveau frontal, mais tu avais trois pathologies différentes. C'est-à-dire que le corps de chacun s'adapte comme il peut. Voilà, c'est ça. On s'est aperçu aussi qu'il y avait les organes cibles, que le corps euh, n'avait pas toutes ses fonctions, ok, intactes si j'avais un spasme endocrinien. Donc, on a commencé à comprendre que des chronicités, par exemple, pouvaient venir d'un spasme endocrinien. Puis on s'est aperçu aussi que ça bouleversait la psychologie des gens, leur façon de percevoir le monde. Donc, la troisième époque, c'était l'espace endocrinien transgénérationnel qui était transmis de génération. Et là, on s'est aperçu qu'on avait des résultats extraordinaires, mais pour travailler ça, il fallait aller dans les champs électromagnétiques. Et on se retrouve encore une fois avec le scepticisme. Est-ce qu'on est capable de sentir ces champs? Ben, je peux te dire que Viola Freeman les sentait elle aussi. Okay, il n'y avait aucun problème. Et beaucoup de vieux ostéopathes savaient ce que c'était. D'autre part, le quatrième étape, c'était le life field qui était perturbé.
Et ça, c'était dans ce que j'en appelais les attaques civilisationnelles, c'est-à-dire la religion, l'éducation, la civilisation, tout ce qui est contre la nature d'une personne, tout ce qui l'empêche d'être qui elle est vraiment, par les lois, par la religion, par n'importe quoi. Et là, on s'apercevait qu'il y avait des dysfonctions au niveau des mécanismes. C'est-à-dire certains mécanismes manquaient ou ne fonctionnaient pas. Donc là aussi, ça a été tout un travail. Et enfin, on a travaillé récemment, depuis 3 4 ans, tous les schémas embryologiques, c'est-à-dire les plicatures, etc., qui visent à la régénération de la matière cérébrale. Notamment, on a pu prouver que on travaillait avec les tanycytes en anglais, et avec le liquide céphalorachidien. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui est très vaste, hein. C'est 50, c'est 45 ans de travail, tout ce que je te raconte là. Et c'est beaucoup plus que tout ça. Ok. D'accord. Et Voilà. donc, quand vous disiez 33% d'augmentation du MRP vu à la machine, le MRP pour vous, à la machine, c'était quoi? L'électricité du cerveau, donc le EG, c'était Non, l'augmentation des fluides. les Russes avaient dans chaque expérimentation en Russie, tu as toujours un mathématicien statisticien qui utilise les datas et qui cherche des corrélations. Ok, mais tu ferais une thèse sur Shakespeare ou la broderie, ok, tu aurais un mathématicien pareil. Ok, lui, son job, c'est de voir les corrélations qui existent. Et ils ont développé des équations pour connaître, pour mesurer le MRP. Ok, donc, ils avaient des solutions euh, pour mesurer le MRP. Ce qui était très intéressant dans ce système-là, c'est que ça pouvait être reproductible, que ça peut être fait à l'aveugle, que ça peut être fait avec des transdopplérographistes différents. Okay, on avait un écart de 1% entre deux dopplérographistes. Et donc, on s'est aperçu que c'était très fiable. Ils faisaient ça depuis longtemps, bien avant moi que j'arrive. Ils mesuraient le MRP. Donc, c'est par ces mesures à la fois mathématiques et physiques qu'ils pouvaient mesurer le MRP. Mais le MRP, c'est beaucoup plus que ce qu'on enseigne, hein. Euh, c'est à la fois ta vitalité, ce que tu fais de toi, de tes mécanismes. C'est un résumé de la vitalité de tes mécanismes, de ce que tu manges, tu bois, tu nourris ton esprit, ce que tu respires. Tout ça, ça fait partie du MRP. Et c'est la mesure de la vitalité. Mais il y a une chose que Thomas Cooley m'avait dit, qui était très précieuse. Il m'avait dit qu'une partie de l'énergie universelle, le Breath of Life, si tu préfères, en langage ostéopathique, fait partie du MRP. Parce que le Breath of Life anime chaque électron, chaque partie. C'est comme dirait l'université de Princeton. Donc, si tu veux, chaque élément réagit, est entretenu, est animé par cette énergie universelle, et elle fait partie, il y a une partie de ça qui est dans le MRP aussi. Donc, en réalité, le MRP, c'est un petit peu d'énergie universelle et beaucoup de ta vitalité et de tes systèmes. Et l'énergie universelle, elle directement agit sur le. Voilà. Et le MRP, pour vous, ce que vous ressentez, ça va être l'expansion, la rétraction, mais ensuite, Comment. si on veut chercher plus profondément, il y aura ce que vous dites, les mécanismes, il y aura des écoutes différentes. Est-ce que ces écoutes correspondent, c'est vous qui les avez senties et ensuite décrites schématiquement, ou est-ce que c'est justement l'embryologie qui fait que le cerveau va bouger comme ça, ou en rotation externe? P, pour vous, ça va être ce que vous ressentez dans vos mains, ça va être l'expansion, la rétraction. Et ensuite, si on va un peu plus en profondeur chercher les ventricules latéraux, le cortex, le troisième ventricule, vous allez avoir des écoutes différentes. Donc ma question est-ce que c'est vous qui avez senti ces mouvements en premier, ou alors est-ce qu'ils suivent par exemple l'embryologie? Donc, comment le cerveau a grandi ou voilà. Donc, est-ce que c'est explicable par quelque chose ou c'est vous vraiment qui avez Bon, décrit les mouvements? non, il y a beaucoup de choses. Premièrement, oui, je suis un des premiers à avoir décrit certains mouvements, certaines corrélations, certaines choses, oui, bien sûr, surtout dans le domaine du cerveau. Mais je me suis rendu compte très vite que, par exemple, les viscères bougent avec le MRP selon leur croissance embryologique.
Par exemple, le foie s'incline à droite et tourne à gauche et fait une légère antéflexion lors de l'inspire crânien, si tu veux, ok? Ben oui, mais quand il est construit embryologiquement, c'est son modèle de croissance, c'est ses paramètres de croissance. Donc le MRP s'exprime selon les paramètres de croissance. Il faut comprendre que tu as deux composantes, tu en as trois, mais surtout deux. La composante biomécanique qui se fait par rapport à des repères tridimensionnels, ok? Puis tu as un aspect qui est biodynamique, qui est beaucoup plus sur l'expansion-rétraction, qui est beaucoup plus énergétique, ok? Donc ces deux choses-là sont mélangées. Donc quand tu sens quelque chose, ça va s'exprimer suivant des paramètres, mais ça va s'exprimer aussi suivant la masse d'énergie qui peut s'exprimer. Ok. Le MRP n'est jamais malade. C'est la machine qui a des problèmes pour exprimer le MRP. Quand tu n'as plus de MRP, tu es mort. Bon, ça c'est autre chose, tu comprends? Donc voilà un peu ce que je crois et ce que je vis. D'autre part, le MRP, c'est un mouvement qui est spécial à chaque être humain et spécial à tous les humains, bien entendu. Mais les baleines ont un MRP, je le sais, je l'ai testé. Mon chien a un MRP, mon chat a un MRP. Tout ce qui est vivant a un MRP. Tu comprends? Ceci étant dit, le, comment dire, cette énergie universelle, tu vas la ressentir avec qui tu es plutôt qu'avec tes mains. Ok. À Noël s'écrit une lettre à Rolene Baker. Il dit Rolene, quelle est la différence entre le steel point et le stillness? Et Rolene Baker lui répond, ma chère Anne, tu sentiras le steel point avec tes mains, mais tu sentiras le stillness avec qui tu es. C'est des moments de paix, de calme. Tu es calme, le patient est calme, tout est calme. Et il se passe quelque chose dans cet espace. Ok. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais voilà, en gros, c'est ça. Ok. Et là, pour les expériences, il y en a eu 15. Est-ce que à chaque fois c'était des patients sains ou c'était des patients avec commotion cérébrale, AVC Les deux, les deux parce qu'il fallait connaître la normalité et il fallait connaître la pathologie. Donc, on a fait les deux. Super. Bon, Il nous a permis de voir la différence, bien entendu. Je ne voudrais pas t'embêter, mais il est quelle heure actuellement? 13h38. Ah, ça va. Tu as encore une dizaine de minutes. Alors, bah écoutez, Mais, ouais, si ça t'intéresse, je pourrais refaire une autre interview une autre fois si tu veux. Pas de problème. avec Alors, plaisir, dis, avec grand plaisir. Mais super. Et peut-être vous cherchez donc dans le MRP, il y a plein de choses, bien sûr. Donc comme vous avez expliqué, est-ce que vous allez avoir vous intéresser particulièrement à la vascularisation, les artères, carotides, etc. Ou alors vous faites vraiment des traitements plutôt généraux? tout compte, absolument tout, tout. La vasomotion, la vascularisation, euh, la libre circulation des fluides et des liquides, euh, l'équilibre réciproque des membranes, etc. Je prépare un bouquin, tu sais, donc tout ce que je viens de te raconter sera dans mon bouquin de toute façon. OK? Super, Plus en détail avec tout ce qu'il faut. super. Bon alors, assez général, face à un patient, vous avez une manière de diagnostiquer, de commencer le traitement. Vous posez tout le temps les mains. Est-ce que vous l'observez debout? Vous le regardez? Est-ce que l'anamnèse est Il longue? n'y a pas de limite. Si tu veux, tu t'intéresses au mécanisme. Tu ne t'intéresses pas à la troisième lombaire qui est en subluxation, tu ne t'intéresses pas à la compaction de ces océans. Tu vas t'intéresser à ça, mais dans une logique de mécanisme. Le plus important, ce sont les mécanismes. OK? Quand quand tu traites un mécanisme, tout le mécanisme le sait. Et tout le mécanisme coopère à rendre la mobilité. Alors, tout dépend de l'anamnèse, bien entendu. Et ensuite, bien entendu, je regarde les patients debout, je leur fais des tests de mobilité fonctionnelle, je teste des mouvements externes et je travaille aussi les mouvements internes, c'est-à-dire le MRP. Donc, si tu veux, tout ça, c'est pas limité à une routine. Et j'ai une routine, bien sûr, mais elle peut varier suivant le cas que j'ai en face de moi. OK? Mhm. D'accord. Bon.
Bah écoutez, vous faites des cours en France? En Comment Europe? tu dis? Est-ce que vous faites des cours en France? Non, mais il y a beaucoup de gens qui me demandent actuellement de venir faire le cours d'espace endocrinien en France. Et je suis d'accord, simplement, il faut qu'une organisation qui me contacte et puis je serai d'accord de le faire, il n'y a pas de problème. Ok. J'en fais en Allemagne, j'en fais en Italie, j'en fais au Japon, j'en fais aux États-Unis pour l'instant, et en Russie. Enfin, en Russie, sans l'Ukraine, bien entendu. Et ben alors, ma petite question sur ça, à la limite pour rester sur les cours. Est-ce que vous voyez des différences entre chaque pays? Est-ce qu'ils ont quand même les principes ostéopathiques ou alors vraiment c'est parti quand même dans chaque pays à développer son ostéopathie? Vous voyez ce que je veux dire? Non. Les vrais bons ostéopathes, qu'ils soient au Japon, en Russie, aux États-Unis ou ailleurs, ont exactement les mêmes concepts. Il y a des différences culturelles, si tu veux, au niveau de qu'est-ce que peut donner l'ostéopathie et comment recevoir l'ostéopathie. Oui, il y a des différences. Mais ces différences sont complémentaires. En réalité, c'est comme si chaque culture pouvait apporter quelque chose à l'ostéopathie dont tout le monde pourrait bénéficier. Ok, par exemple, quand je suis au Japon, les gens posent des questions extrêmement intelligentes, très pertinentes. Il y a un respect incroyable. Et si tu veux, par exemple, un jour, ils m'ont demandé de faire un séminaire sur les techniques par voie interne en gynécologie. Et j'ai renvoyé un email en disant, vous êtes sûr que vous voulez? Parce que pour moi, le Japon, ce n'était pas possible. Et je me suis retrouvé au Hilton à Tokyo avec 120 personnes, 60 ostéopathes, 60 femmes, OK? Et avec écran géant, etc. Et ça a été un des cours les plus respectueux, les plus exceptionnels que j'ai fait dans cette matière-là, OK? D'autre part, j'ai fait des cours de pédiatrie, par exemple, à Saint-Pétersbourg. Et là, il y a un amour de l'enfant qui est extraordinaire. Au Japon aussi, d'ailleurs. Le Japon, l'enfant est sacré. C'est, tout est pour l'enfant. Ok. Si tu veux, chaque pays apporte une sorte de sensibilité complémentaire qui est magnifique. Ok. Voilà. Bon, super. D'autres choses à dire ou peut-être qu'on se reverra pour d'autres questions? La chose la plus importante quand on traite en ostéopathie, bien sûr, il faut y avoir une formation, il faut avoir une bonne palpation, mais la palpation, euh, on l'enseigne très mal. Parce qu'en réalité, il faut apprendre aux gens à vouloir faire du bien aux autres et la palpation arrive. Si c'est juste une question de profondeur, d'écarter les doigts, de pneumatique, de vagues, etc., tout ça c'est correct, ça ne me gêne pas. Mais c'est secondaire au fait de vouloir faire du bien si tu veux aiguiser ta palpation. La palpation est sans limite. Écoute bien, hein, la palpation est sans limite, la connaissance de l'autre est sans limite, et ton intention est sans limite, et ton intuition est sans limite à partir du moment où tu veux faire du bien à quelqu'un. Oui, c'est la différence, il me semble, entre le diagnostic, la palpation médicale, où on va chercher le problème qu'on a déjà une idée en tête, Non, et la non, palpation de l'ostéo, où on se laisse guider. la pathologie est très facile à trouver à partir du moment où tu cherches la santé. Si tu cherches la pathologie, ton mental prend le dessus et tu n'es pas sûr, tu doutes de ta palpation, tu doutes de ta main, tu doutes d'un tas de choses. Mais si tu veux faire du bien, tu fais des gestes professionnels de palpation, de test, mais tu veux faire du bien. D'un seul coup, la pathologie, l'endroit qui est bloqué, l'inertie, tout apparaît d'une façon facile, mais c'est super facile. En cherchant le bien, tu trouves le mal, tu empêches le vivre. Söderland disait une chose à propos des tissus. Comment ce tissu vit? Comment ce tissu aimerait vivre? Et qu'est-ce qui empêche ce tissu de vivre bien? Ben moi, j'ai transposé ça avec mes patients dans les cours de cerveau. Comment ce patient vit? Qu'est-ce que ce patient aimerait vivre? Et qu'est-ce qui empêche ce patient de vivre? Ça, c'est la clé, tu comprends? Ouais, c'est trouver la santé plutôt que de trouver la maladie. Et la maladie va apparaître tout de suite, comme un obstacle. Tu Ouais. comprends? Ben, j'aime bien votre explication parce que cette phrase,
cherchez la santé, ne cherchez pas la maladie. C'était quand même quelque chose d'assez nébuleux, hein, cette phrase de style. Et là, j'ai l'impression de bien Et comprendre. qu'est-ce qu'ils aimeraient vivre? Qu'est-ce qui les empêche de vivre? C'est la Mhm. clé. Très Tout clair. simplement, tu sais, quand Steele disait, j'aime, je traite bien mes patients parce que je vois Dieu en eux. Ce n'était pas une phrase religieuse. C'était parce que je vois ce qu'il y a de beau et de parfait chez mes patients, ok, là, je suis capable de les traiter. C'est ça. C'est la même chose. Ouais, c'est ça. Vous conseillez Donc, de lire vous conseillez de lire Steele, Sutherland, oui, oui, Rollin Baker? absolument. Oui, oui, mais il faut pas les interpréter à notre façon, à nous. Faut les regarder, les interpréter d'une façon neutre et bienveillante. Ok. C'est très important de comprendre l'intention qui est derrière les écrits. Tu comprends? Ouais. Eh ben, écoute, Ben, il c'est sûr. faut être neutre comme un historien quelque part pour pas juger vis-à-vis de se Non, mais de comparer en termes de civilisation. toute façon, écoute-moi, il faut jamais juger rien. Moi, j'ai soigné même des gens en prison qui avaient été des assassins. J'ai soigné des prêtres de l'abbaye de Cîteaux, j'ai soigné des filles de chez Madame Claude à Paris, j'ai soigné de tout. Mais des rois, oui, j'en ai soigné. J'ai soigné des ministres, j'ai soigné des pauvres gens, j'ai soigné des gens au Pérou qui étaient des misères totales. Mais quand ils sont tout nus, c'est les mêmes. T'as pas de Mm. différence, t'as aucune différence, aucune. Alors, tu n'as pas à les juger. Tu fais le mieux pour eux systématiquement, c'est tout, point. Mm. Ben, vous Et êtes peut-être un vrai médecin. et Parce que peut-être que c'est les là, médecins qui disent ça. Normalement, ils sont en obligation de soigner même l'ennemi. Pendant la guerre mondiale, on soignait des Allemands. Enfin, les médecins soignaient les Allemands et inversement. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas cela, mais je pense que oui, c'est ce qu'on écoute, devrait être en tant que soignant. reviens aux ostéopathes premiers, reviens à Hippocrate, qui disait, il est plus important de connaître son patient que de connaître le nom de la maladie qu'il a. Mhm. Suis ça, c'est tout. C'est simple. C'est pas compliqué. Bien sûr. Ouais. Bah, Steele disait la même chose, hein. Il disait avec la couleur de votre urine, la température de votre fièvre, le médecin vous donnera le nom de la maladie et ça s'arrêtera là. Alors que Steele, bah, lui, il disait bah, moi je vais essayer de faire des choses pour faire que la fièvre passe plus vite. Arrivé dans ma vie de soigner des choses incroyables, mais ce qui est important, c'est pas ce qui est curieux. Ce que je vais te dire est très curieux. Avec 50 ans d'expérience, ce que je me rends compte, en fin de compte, c'est pas la maladie qui est importante. C'est qu'est-ce qui s'est détraqué, qu'est-ce qui s'est modifié ou qu'est-ce qui n'a pas pu s'exprimer pour que la maladie prenne place. C'est ça ce que je pense, moi, tu vois, aujourd'hui. Écoute, je vais te laisser parce que j'ai des étudiants qui m'attendent. Je suis en Suisse, là, et je vais faire un cours cet après-midi sur les viscères. Voilà. Super. Je leur explique Bah, que, que chaque viscère a une entité, une forme, une mécanique, une énergie, des fonctions. Je leur expliquer tout ça. il y a beaucoup de En tout boulot. cas, Ben, si tu connais une organisation qui veut m'inviter pour faire un cours sur le cerveau en France, avec plaisir, il n'y a pas de problème. ok. Bah, écoutez, avec grand plaisir. Et puis si on a l'occasion de rediscuter ensemble sur Zoom, ça sera avec plaisir. Quand tu veux, OK? J'aime bien Merci. notre compte. Alors, je te souhaite bonne chance, plein de bonnes choses, hein. À bientôt. Merci, à bientôt Philippe. Merci de cet honneur, hein. Au revoir. Au revoir.